Alors, bienvenue tout le monde. Bonjour et bonsoir. Alors, nous sommes à notre 10e midi-conférence en sécurité alimentaire dans le cadre des activités du chantier d'avenir en sécurité alimentaire. Mon nom est Elie Sawadogo pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire. J'ai ma collègue Annie qui veut faire un coucou, chargée d'enseignement et Bonjour tout le monde. collaboratrice dans le cadre du chantier. Euh, Alors, donc, peut-être très rapidement, je peux faire une petite, un petit rappel ou une mise en contexte. Cette plateforme-là, c'est sûr que c'est très variable en termes de participation, mais le but, c'est de mettre en lumière ce qui est comme stratégie, innovation intéressante et résultats intéressants aussi des recherches en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire, tant à l'échelle locale, nationale ou internationale. Comme vous le savez très bien, on est dans un contexte global qui est assez difficile en matière d'insécurité alimentaire. Ben, on essaie justement de mettre en avant ces stratégies-là qui vont justement inspirer, que ce soit les étudiants, que ce soit les experts, que ce soit les professeurs, chercheurs, comme aujourd'hui on a l'occasion d'avoir le docteur Kamal Berkani, qui va justement nous parler un peu de les travaux, des résultats intéressants qui se déploient justement. Alors, pour cette dixième midi-conférence, donc on a le plaisir d'accueillir Dr Kamal, que j'ai rencontré en septembre, justement dans le cadre de la journée scientifique Québec-Maroc. Et puis, on était comme voisins sur un panel où on parlait effectivement de sécurité alimentaire, de biodiversité, de changement climatique. Donc, c'est sûr qu'il est en plein, c'est comme travaux, justement, il est en plein dans ça. Et j'ai découvert qu'il est ancien diplômé de l'Université Laval, tout son cursus, que ce soit le bac, la maîtrise ou le doctorat. Donc, il a fait plus d'une dizaine d'années au Canada. Donc, actuellement, il est enseignant-chercheur au niveau de l'Université Mohamed Ier dans la faculté pluridisciplinaire de Nador. Alors, nous avons vraiment la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc, en termes de déroulement de la session, on va lui donner la parole, il va nous présenter environ 30 à 40 minutes, en gros, ce qu'il fait, justement dans le cadre de cette thématique sécheresse et agriculture au Maroc, avec les plateformes recherche-développement qui se déploient. Et après, on aura une deuxième partie où on aura des discussions et échanges autour de la présentation. Et à la fin, notre messager clé aujourd'hui, Mourad, qui est professionnel au niveau du ministère de l'Agriculture, de la pêche, c'est ça, au niveau de Québec ici, au niveau provincial, et inscrit à temps partiel dans le cadre de la maîtrise, sera notre messager du jour. Donc, on va comme faire euh, ressortir finalement les points clés de cette session. Et ensuite, je viendrai pour communiquer par rapport au prochain midi-conférence. Alors, sur ce, docteur Kamal, je te laisse aller pour la présentation. Et n'hésitez pas aussi à fermer vos micros. On aura le temps certainement pendant l'échange de pouvoir ouvrir, de pouvoir faire la discussion. Bonne session. Je vais juste arrêter de mon côté. D'accord. Donc, voilà, je vais partager ma présentation au départ. C'est bon, c'est clair pour vous, oui? C'est bien? Oui, juste, oui, parfait. Juste mettre en mode présentation. C'est bon maintenant? Oui? Excusez-moi, monsieur professeur, monsieur Eli, Oui? par rapport aux questions, il faut Oui, les questions, ajouter. n'hésitez pas pendant, au fur et à mesure, durant la présentation, vous pouvez laisser vos questions dans le chat. Euh, et on aura aussi, pendant la deuxième partie, vous pourrez aussi ouvrir au micro et poser vos questions. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Alors, oui, j'ai fait mes études à l'Université Laval depuis 99 jusqu'à 2010. 10 ans, j'étais au centre de recherche en horticulture. J'étais au pôle Comtois. Je faisais mes études là-bas. Et voilà, donc c'était sur les cultures en serre. Ça me fait toujours un grand plaisir de revenir avec vous et pourquoi pas collaborer dans des projets de recherche pour, moi je dirais, ma première université.
Je suis au Maroc depuis 14 ans. Je suis professeur à l'université depuis 10 ans. Je suis à côté, bon, au nord-est du Maroc. Nador, c'est une ville qui est à côté de la Méditerranée, juste en face de l'Espagne, en face de Malaga. On est situé dans un climat méditerranéen. Et voilà, avant de peut-être de parler sur le problème la problématique de ma présentation, comme vous savez, le Maroc, c'est un des grands pays moi je peux dire, agricole au niveau du bassin méditerranéen, sur presque tous les types de production, les productions maraîchères, arboricoles, voilà, et production animale. Voilà, on a assez souffert récemment de problèmes de sécheresse, une sécheresse assez aiguë depuis, voilà, on était peut-être à une moyenne de 500-600 millimètres annuels sur tout le territoire marocain. Et maintenant, vraiment, il y a une réduction significative du taux de précipitation et ça a beaucoup réduit les surfaces agricoles. Une Comme vous savez, je suis un chercheur, je suis impliqué sur plusieurs projets de recherche, surtout avec les voisins européens. On cherche toujours des partenaires, bien sûr, en Amérique du Nord et aussi les collaborations sud-sud avec l'Afrique. Alors, ça m'a fait un grand plaisir, Élie, voilà, de, de te voir encore une fois et pourquoi pas dans le futur en présentiel, soit au Maroc, soit au Canada. Je vais commencer ma présentation. Je vais pas être très long, une trentaine de minutes où je vais présenter vraiment la problématique. C'est vrai que j'ai préparé une présentation un peu recherche. Je vais essayer de simplifier les messages. Voilà. Je m'excuse parce que ma présentation, c'est en anglais, mais je vais parler en français. Je vais présenter quatre case studies ou quatre études de cas de recherche qu'on a déjà fait, qu'on a déjà réalisé au Maroc. La première étude sur un projet où on a réduit l'irrigation sur la production de raisins de table. La deuxième étude, c'est un projet international en collaboration avec des Européens où on utilise le breeding ou l'amélioration génétique de l'aubergine. C'est un projet avec l'Italie, avec la Turquie et aussi avec l'Afrique du Sud et l'Algérie. C'est un projet de collaboration qui s'appelle FOSS, comme Prima, comme le projet Horizon. La troisième étude, c'est vraiment une étude sur le semi-direct des céréales. Comme vous savez, bon, le Maroc il s'est impliqué dans un projet de semer 1 million d'hectares avec le semi-direct d'ici 2030. On a réalisé une étude là-dessus. Et on a un projet en ce moment, Prima, avec les Espagnols et les Italiens sur ce projet-là. Et il y a une dernière approche voilà, sur l'utilisation des biostimulants sur les cultures de fababine ou bien de fèves. Et je rajoute qu'on a en ce moment un projet avec l'Université de Trois-Rivières dans un cadre d'appel à projet sur l'utilisation de biostimulants avec une compagnie qui s'appelle Ulysse Biotech et avec un chercheur, professeur Tagnon, qu'on est en train de réaliser. C'est vrai, je ne vais pas présenter ce projet, mais c'est ce concept-là qu'on est en train de réaliser aussi sur la betterave à sucre et sur la laitue. Donc, il y a quatre études de cas que je vais présenter et bien sûr, voilà, je vais conclure, on aura l'occasion d'en parler si vous avez des questions. Alors, comme une introduction, comme j'ai mentionné auparavant, le Maroc est un pays agricole, donc l'économie marocaine, il est accentué sur l'agriculture, bien sûr avec d'autres secteurs industriels, services, logistiques, etc. Durant les 7 dernières années, on a beaucoup souffert de la sécheresse. Comme vous savez, le Maroc est un pays qui a plus des eaux de surface que les eaux souterraines. On a eu un manque d'eau, un manque de précipitations. Il y a des barrages où on est par exemple à 6% de la capacité de stockage en eau. On a perdu beaucoup de surface agricole. Il y a beaucoup de projets qui sont en ce moment soit au niveau d'équipement afin de renforcer le stockage en termes d'eau.
Sinon, c'est une situation catastrophique parce que là, il y a dans des régions, on n'a plus d'eau même pour voilà, l'eau potable voilà, pour la population. Donc, c'est vraiment une problématique. Donc, moi, je peux dire que la recherche scientifique est une piste importante. C'est pas vraiment de chercher une solution à la fois, c'est vraiment de chercher des solutions intégrées. C'est pour ça que j'appelle ça Integrate Water Management Practices. Donc, c'est une pratique vraiment, on va intégrer toutes les solutions à la fois. Alors ici, je vous montre une figure qui représente les dotations en eau depuis 1960 jusqu'à 2020. Alors vous voyez vraiment une réduction par rapport au nombre de population d'une manière significative. En termes, par exemple, en 1960, on était à 2560 mètres cubes par habitant par an. Et là, on est rendu à 500. Et même peut-être avec ces 5 dernières années, on est à moins que ça. Alors là, je vais parler sur les case studies. La première case study ou l'étude de cas, vraiment parce qu'on cherche des solutions. Alors, il y a plusieurs solutions pour économiser l'eau ou bien pour voilà, aider le producteur voilà, à économiser l'eau. Donc là, c'est un projet d'un étudiant de master, Monsieur Mohamed El Ghattabi. Donc, l'objectif, c'était des recherches qu'on a effectuées en 2022 dans la plaine de Bouarg, qui est au nord-est du Maroc, un climat méditerranéen. On a essayé de réduire 25% d'eau par rapport à l'irrigation du producteur. C'est-à-dire le producteur, il a sa manière à irriguer et nous, on a réduit 25% d'eau et voir est-ce que ça peut jouer sur son rendement, bien sûr, aussi parce qu'on est des chercheurs, il faut qu'on publie, donc sur tout ce qui est photosynthèse, ce qui est transfert des électrons, etc. Bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais vraiment, c'est pour vous donner le concept de cette recherche-là. Alors, les expériences, ils sont réalisées, ils ont été réalisées dans la région de Bouarg au nord-est du Maroc sur une production de 20 hectares. Comme vous savez, moi, mes recherches, ils sont plus chez le producteur parce que c'est la réalité, surtout lorsqu'on parle du petit moyen producteur. C'est bien de faire des tests dans une petite parcelle expérimentale, mais toujours, il faut avoir quand même des essais chez le producteur parce que c'est vraiment la réalité. Donc, dans notre région où j'habite, on est à peu près à 2000 hectares de raisins de table. Donc, c'est une production à grande valeur ajoutée et qui a beaucoup souffert de ce problème de sécheresse. Ça, ce sont des détails de la production. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que au lieu d'irriguer avec 4 litres à l'heure, donc nous, on a réduit à 3 litres à l'heure et on a fait un suivi de ces drippers ou bien de ces goutteurs-là et pour voir la quantité d'eau qu'on a économisée et voir l'impact sur la production. Bien sûr, on ne peut pas faire ça sur toute la production. Donc, les expériences, ils ont commencé au mois de février voilà, le 12 février 2022 et la récolte, elle a été réalisée au mois de septembre. Bien sûr, comme je disais, on ne peut pas faire d'expérience sur toute la parcelle, donc on a choisi un dispositif expérimental de 24 plans prototypes et 24 plans témoins. Et voilà, on a fait comment dire, un dispositif expérimental avec une randomisation. Et j'ai appris ce cours-là de l'Université Laval avec professeur Jean Collin. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais c'est lui qui nous a appris à faire ce genre de dispositif expérimental. Donc, bien sûr, ça, c'est le dispositif. Et bien sûr, on a utilisé un système digital avec un projet dans un cadre de projet européen qui s'appelle MySense, comme vous voyez sur la photo. C'est vraiment pour faire le suivi de l'humidité du sol et aussi tout ce qui est voilà, température, plusieurs paramètres. Et ça, c'est un système qui a été développé par des partenaires portugais qui s'appelle MySense. Donc, on a mis au niveau du sol et voilà, pour avoir à distance quelques données. On a fait plusieurs mesures. Parmi ces mesures-là, on a fait la conductance stomatique, aussi les indices de stress de plantes. On a pris la fluorescence chlorophyllienne avec tous ces indices-là, à peu près 60 indices de fluorescence. Donc, on a pris ces mesures-là durant vraiment des journées typiques ensoleillées et des journées où on a plus de, voilà, de lumière et de température pour voir
qu'est-ce qui se passe au niveau de 25% moins d'eau et à 100% d'eau. Donc, on a pris plusieurs mesures comme relative water content, le contenu hydrique de la feuille à plusieurs périodes de la saison, donc au mois de juin, juillet, août, et pour savoir vraiment la différence entre les traitements. Juste une petite idée sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la réaction photosynthétique. C'est que lorsque on a un plant stressé, donc il va avoir moins de réactions centrales qui vont recevoir de la lumière. Donc il va avoir comme un genre d'inhibition de transfert des électrons. Donc avec l'appareil de Rensatec, on est capable à mesurer ce stress dans le terrain et durant plusieurs périodes de la journée. On choisit une journée typique du mois de juillet lorsqu'il fait 40 degrés, 42 degrés. Donc, on commence les mesures à partir de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de 25% moins d'eau et avec 100% de plus d'eau. Alors, ça, c'est un modèle qu'on appelle ça le Spider Model. Donc, c'est tous les paramètres physiologiques ou des indications de stress physiologique et de stress voilà, hydrique. Bien sûr, on a pris des paramètres de croissance végétative. On a fait un suivi chaque semaine pour tout ce qui se passe au niveau de la plante, le nombre de grappes, la longueur des tiges, le nombre de feuilles. On a fait toutes ces mesures-là pour faire un suivi et faire une comparaison entre les deux traitements. Alors, concernant les résultats, je vais essayer d'être bref dans ces résultats-là. Donc, bien sûr, on a pris des données au niveau du sol. Donc, bien sûr, ce concept-là, il est nouveau pour l'agriculture marocaine parce que ça fait pas longtemps que le Maroc, voilà, utilise des bonnes pratiques d'agriculture de précision. Alors, pour le producteur, c'est très important de lui apprendre cette technologie-là et pour voir vraiment sur son téléphone qu'est-ce qui se passe au niveau de son sol en termes d'humidité et tout ça. Donc, on voit des réductions, bien sûr, au niveau d'eau. Et bien sûr, comme vous voyez sur la lune orange, on a une réduction. On n'est pas précisément à 25% d'eau, mais quand même, on arrive à réduire l'eau avec 33%, 34%, etc. Donc, une moyenne, moi, je peux dire de 27 à 28% pour toute la saison. Je vous présente ici quelques résultats qui concernent vraiment la conductance stomatique parce que ça, c'est vraiment une indication pour l'ouverture et la fermeture de stomate. Donc, à 100% d'irrigation et à 75% durant une journée vraiment de mois de juin, une journée de 35 degrés et à midday, donc disons à midi. Donc, on a trouvé vraiment, il n'y avait pas de différence. Même si on a réduit 25% d'eau, mais on n'avait pas eu de différence en termes de conductance stomatique. La même chose, je ne vais pas rentrer en détail ici, ce sont des paramètres de fluorescence chlorophyllienne, de stress index. Donc, on a trouvé qu'entre 100% et 75%, même si on a réduit à 25% d'eau durant une journée ensoleillée typique, on n'avait pas de différence significative en termes de stress. La même chose pour le contenu en eau dans les feuilles. Donc, à 100% et à 75%, on n'avait pas de différence significative non plus. Ce qui est important pour le producteur, bien sûr, ce sont les rendements, parce que pour convaincre le producteur de lui dire, bah, écoutez, vous avez quand même over-irrigate ou bien vous avez irrigué plus. Donc ici, on trouve qu'on n'a pas eu de différence significative en termes de rendement. Donc dans ce cas-là, le producteur, il était en train de donner plus d'eau pour ses parcelles et bien sûr plus de fertilisants, parce qu'on utilise aussi le système de fertirigation. Donc il y a une économie en termes d'engrais. Alors maintenant, je vais aller plus dans le deuxième concept d'étude sur la tolérance de sécheresse. C'est vraiment sur le projet européen avec les partenaires européens et africains. C'est vraiment l'objectif, c'est une étude de thèse de doctorat avec Madame Maachi Dina qui va finaliser ses études bientôt. Donc l'objectif, c'est vraiment de tester 40 génotypes d'aubergines sélectionnés par des laboratoires génétiques au niveau italien, de CREA, et de baptême au niveau de la Turquie, et des variétés qui ont été sélectionnées
pour la tolérance contre la sécheresse et pour voir est-ce que si on réduit 50% d'eau, est-ce que les rendements ils vont changer. Bien sûr, moi j'ai utilisé ce concept-là, vraiment d'aller voir les mêmes paramètres que j'ai fait pour les raisins de table et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 40 génotypes. Alors, vous voyez des photos, hein, ce sont des photos réelles du projet. Donc, il y a tellement de variétés de génotypes qui ont été sélectionnés par ces laboratoires-là et qu'on a testé pour la première fois sous un climat méditerranéen. On a eu dans ce projet de recherche qui est cofinancé par les pays impliqués, on a eu 3 ans d'expérience. Donc, chaque année, on a testé un protocole expérimental. Si vous me permettez ici, je vais vous présenter brièvement vraiment le protocole expérimental de la première année où on a utilisé 11 génotypes de créa italienne et 4 génotypes de baptême turc et 2 variétés locales qu'on utilise. Et même dans la deuxième année, on a essayé de tester les variétés natives marocaines. Ce ne sont pas des variétés qu'on a vraiment eues de l'étranger ou bien de voilà commerciales. De voir vraiment le concept, c'est comment on peut développer les performances de ces variétés locales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a essayé de réduire 25%, 50% d'eau, la moitié d'eau, et voir qu'est-ce qui se passe au niveau des rendements et les paramètres physiologiques. Alors, vous voyez ce magnifique, comment dire, dispositif expérimental parce que quand même, il y a beaucoup de travail. Si on a pris presque ici 15, 13 génotypes avec des répétitions en bloc et voilà, sans et avec économie d'eau. Et aussi, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque bloc, voilà, et de chaque variété, chaque génotype. Ça, c'est une photo qui représente vraiment en réalité les expériences qui ont été réalisées en 2021, voilà, qui ont été réalisées en 2021, comme j'ai dit. Donc, les paramètres que vous voyez ici, donc on a mesuré la consommation d'eau dans les parcelles, la croissance et la biomasse des plants, et aussi le contenu relatif en eau, les stress index, le rendement et même la qualité aussi de fruits. Je ne vais pas présenter tous ces chiffres-là, mais c'est juste pour vous dire que vraiment la réponse des paramètres de croissance, on a eu différentes réponses. Chaque génotype, il a eu une réponse. Donc ça veut dire que chaque génotype, voilà, il répond différemment au stress hydrique ou à l'économie d'eau. Bien sûr, ce qui est important pour le producteur, c'est le rendement. Le message de ce projet-là, parce que la thématique qu'elle porte sur la sécurité alimentaire, donc les bons candidats de génotype, ce sont les candidats, même si on réduit l'eau, mais le rendement, il ne change pas. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est vraiment si on arrive à avoir des génotypes avec les mêmes performances de rendement que les variétés commerciales. Et troisième message qu'on cherche peut-être dans le futur, c'est-à-dire d'arriver avec des variétés locales marocaines, parce qu'on a perdu beaucoup voilà, les producteurs, ils ne sèment plus les variétés natives, donc on a plus tendance à utiliser les variétés commerciales. C'est d'arriver avec des performances plus élevées et bien sûr avec une tolérance à la sécheresse. Bien sûr, je vais passer tout ça et on a publié un article dans Plant Biosystem sur ce travail-là qui va être publié, il a été accepté, qui va être publié récemment. Bien sûr, on a utilisé aussi l'intelligence artificielle et les drones avec les caméras multispectrales et vraiment voir qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque génotype. Parce que la réponse pour le NDVI, pour le coefficient de végétation, il n'est pas le même donc, on utilise même les systèmes d'intelligence artificielle et c'est pour cette raison pourquoi je dis on a besoin de partenaires. J'envoie ces images-là pour les spécialistes à CICIG, à Madrid, pour faire vraiment les analyses et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la réponse de chaque génotype. Ça, je vais terminer cette partie-là avec ce dispositif pour la deuxième année en 2023. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le même concept de 2022, mais ici, on a rajouté aussi des micro-organismes. Des micro-organismes qui vont aider les plantes à 50% d'eau à tolérer la sécheresse.
C'est-à-dire, même si on réduit à 50%, on va réduire nos rendements, mais si on ajoute les micro-organismes bénéfiques comme Pseudomonas, comme les bactéries bénéfiques pour la plante, donc ça va aider aussi les performances en termes de rendement. Pour le troisième concept, bien sûr, parce qu'on est ici dans cette, voilà, dans mon séminaire, on parle de la sécurité alimentaire. Donc là, je vais vous dévier un peu par rapport aux céréales. Donc, il y a un projet que j'ai mentionné dans ma présentation, au début de la présentation, c'est qu'il y a un plan d'ici 2030. Le Maroc, il va avoir 1 million d'hectares de céréales. La raison pourquoi, c'est parce que c'est pour conserver les sols, parce qu'on va avoir zéro labour ou bien moins de travail mécanique. Et même, c'est très important pour la décarbonation. Peut-être, c'est juste pour vous mentionner que le Maroc, il s'implique dans tout ce qui est stratégie de décarbonation. Moins qu'on va travailler notre sol, moins qu'on va avoir une séquestration de carbone plus importante. Donc, on va avoir plus de crédit carbone. Alors, l'essentiel, c'est pour la première fois dans ma région, au nord-est du Maroc, on a testé le semi-direct, même si c'est une pratique agricole, que ça fait longtemps qu'on connaît cette pratique agricole. Donc, ici, il y a à peu près, voilà, on a testé sur large scale, sur une grande échelle de 500 hectares. Alors, ici, c'est une photo qu'on a prise. On travaille beaucoup avec les producteurs. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la recherche qu'on applique chez le producteur parce que pour le convaincre, il faut donner des résultats sur terrain. Alors, vous voyez sur la gauche de votre écran, ici, un semi-direct dans des régions vraiment arides. On est à peu près ici à 200-300 millimètres d'eau. C'est pas beaucoup. Alors, on a fait un semi-direct. Ici, vous voyez des plans. Ça faisait 15 jours après le semis. Donc, il y a déjà une différence. Et même avec les systèmes satellites, on trouve que le NDVI est plus élevé. Donc, vraiment, c'est au nord-est du Maroc. On a pris 500 hectares dans la région de Dréouch. Donc, les expériences qui ont commencé voilà, en 2023. Donc, on avait le contrôle ou bien le témoin, c'était un semi-conventionnel et un semi-direct. Donc, on avait des plots partout parce que quand même 500 hectares, on a pris comment dire, des références, on a pris des analyses de sol, des coordonnées GPS et des petites parcelles pour faire des simulations. Je m'excuse, j'ai dit 2023, c'est 2022, novembre 2022, 2023. Les mesures, on a pris presque les mêmes mesures pour les raisins de table et pour les mêmes protocoles expérimentaux. Donc, voilà, pour faire le suivi pour tout ce qui se passe au niveau agronomique. Et on a pris aussi des images satellites, plusieurs images, et on a envoyé ça pour nos collègues en Espagne pour faire des simulations et pour faire le forecast. On a vraiment utilisé ces datas-là, toutes ces données, pour faire des prévisions. Et en ce moment même, je suis en train de postuler pour un Fulbright avec Cornell Université pour faire le même protocole et faire des comparaisons entre tout ce qui se passe au niveau des essais au niveau du Maroc et au niveau de Kansas. Donc voilà, parce que c'est très important d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire les prévisions en termes de rendement, surtout dans les régions désertiques. Alors, parmi les résultats qu'on a eus, c'est qu'on trouve vraiment dans le semi-conventionnel, en semi-direct, on a un meilleur rendement, des meilleures graines. Donc, on a une amélioration en termes de qualité, en termes de production. Les recherches scientifiques, ils ont démontré que on a presque 15% plus de rendement dans le semi-direct par rapport au semi-conventionnel. Et aussi, on a des économies. On a fait une étude socio-économique. C'est qu'on économise plus de gasoil, la main-d'œuvre, etc. Donc, il y a beaucoup de gains avec ce semi-direct. C'est vrai, on a fait le suivi même au niveau des systèmes racinaires, au niveau de la biomasse, etc. Donc, on a trouvé une réduction significative, une amélioration de performance agronomique au niveau de semi-direct. Ça, ce sont des chiffres, peut-être que je vais passer à travers juste pour vous montrer ici, pour le rendement. On a eu un rendement plus élevé dans le semi-direct par rapport au semi-conventionnel, sauf qu'on a eu une contrainte, c'est qu'on n'avait pas de pluie. Et il y avait des régions où on peut irriguer. Donc, si on a irrigué, on est arrivé à voir la production, mais pour les zones où on n'avait pas de pluie, parce qu'on avait 50 millimètres au départ, donc il n'y avait pas de rendement.
Comme je vous ai dit, on a pris les systèmes satellites, le Sentinel-2, sur les 500 hectares pour faire un suivi pour du paramètre NDVI. Donc, on a fait tout un suivi de nos parcelles, comme vous voyez sur cette figure-là. Donc, on a eu une diminution de NDVI parce que on n'avait pas d'eau. Donc, le couvert végétal, on avait moins de couvert végétal vers la fin de la production. Il y a un autre concept de base dans le semi-direct qu'on est en train de tester, c'est vraiment d'intégrer trois concepts. L'amélioration, le breeding, l'amélioration génétique et le satellite aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait dans ce protocole? Je vais le résumer rapidement. C'est qu'on a pris 8 variétés de céréales et chaque variété, il a été sélectionné pour la tolérance à la sécheresse et on a fait le semi-direct et on a fait un traitement d'irrigation, sans et avec irrigation, et on a fait le suivi. Donc, les résultats, ils sont en cours, donc en cours de publication. Alors, bien sûr, dans ce concept, on fait intégrer, parce que je suis coordonnateur d'un master en biologie et biotechnologie végétale, peut-être ça va vous intéresser pour ce master si jamais on peut avoir des échanges universitaires. On a à peu près 500 dossiers sélectionnés. On sélectionne à peu près 28 étudiants de partout du Maroc. Des fois, on a même des étudiants qui viennent des pays africains qui s'intègrent avec nous dans ce master-là. Donc, ces plateformes de recherche, ils ne sont pas justement pour faire des publications ou des papers, mais aussi pour nos étudiants, pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes de recherche. Et aussi, en chaque projet, il y a un étudiant de master qui fait 6 mois de recherche. Et bien sûr, on travaille beaucoup avec les producteurs, donc avec les stakeholders, parce que c'est très important. Voilà. Alors, je vais arriver avec ma dernière voilà, case study. Je vais essayer de résumer ça rapidement. En fait, c'est le même concept, sauf que ici, on utilise les biostimulants. C'est parce que selon la littérature, on a vu que les biostimulants, soit à base, soit d'origine microbien ou non microbien, il y en a des bons produits qui peuvent aider la plante à tolérer à la sécheresse. Et c'est ça le projet. Ça, c'est vraiment, c'est pas le projet avec l'Université de Trois-Rivières, mais dans le projet de Trois-Rivières, c'est le même concept. On a utilisé un biostimulant qui a été développé au Canada et qu'on a testé ici pour le Maroc. Alors, ici, c'est un dispositif sur le fababine ou bien sur la fève. Donc, on a testé un biostimulant et pour voir est-ce que ce biostimulant, il va aider la plante à tolérer contre la sécheresse. Il n'y a pas que la sécheresse parce que lorsque on va réduire notre irrigation, le taux de salinité, il va être plus élevé. Donc, si jamais, et avec les biostimulants, on sait que si on utilise les biostimulants, on va aider la plante à tolérer contre le stress salin. Donc, c'était ça l'objectif. Donc, vous voyez ici, c'est un dispositif expérimental où le producteur, il a irrigué avec l'eau, avec une salinité de 5 grammes par litre. Et quand même, il a réussi à avoir une production. Mais nous, dans notre système prototype, on a rajouté ce biostimulant et voir est-ce que ces biostimulants, ils vont aider la plante à tolérer contre la salinité. Alors, ça rentre aussi dans la sécheresse parce que pourquoi ce producteur, il a irrigué avec 5 litres, 5 grammes par litre? Parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de précipitation. Donc, il va chercher son eau dans la nappe phréatique et qui est une eau qui est très saline. Alors, on a pris tous ces paramètres que je vous ai mentionnés, on a fait tout un suivi avec un étudiant de master, on a fait vraiment le suivi de tout ce qui est paramètres physiologiques, voilà, et on a trouvé quand même pour les résultats, des résultats très intéressants. Il y avait une augmentation du teneur en chlorophylle pour tout ce que vous voyez en rouge, c'est l'utilisation des biostimulants. Pour question de stress hydrique, fluorescence, les résultats ils étaient un petit peu différents. Donc, des fois, on a eu des différences significatives. Des fois, il n'y avait pas voilà, il n'y avait pas d'effet sur la fluorescence. Pour le RWC, on a trouvé que dans le traitement, on a eu un contenu en eau plus élevé dans les plantes avec le traitement par rapport aux plantes contrôle. Je vais passer peut-être ça, mais le plus important, par exemple, le nombre de fleurs était plus élevé avec les plantes avec le biostimulant par rapport aux plantes témoins.
Bien sûr, la même chose pour le nombre des gousses parce que c'est des fèves. Donc, la même chose pour les rendements. Alors, je pense peut-être j'étais dans le temps. J'ai essayé de résumer un peu sans rentrer dans les détails scientifiques. Donc, j'ai résumé quatre aspects de recherche où on a utilisé vraiment on a utilisé l'économie d'eau, on a testé la génétique, on a aussi testé l'utilisation des biostimulants. Alors, il y a plusieurs pistes pour sortir de ce problème de sécheresse. C'est pour ça, moi, j'appelle ça the Integrated Solution for Water Management. C'est comme IPM, c'est Integrated Pest Management. Donc ici, on parle de plusieurs solutions pour arriver vraiment au résultat où il faut vraiment augmenter les rendements et minimiser l'utilisation en eau et pas que minimiser l'utilisation en termes d'eau, mais le minimiser aussi les coûts des engrais parce que maintenant, avec cette inflation économique, donc le coût des engrais est de plus en plus élevé et en plus voilà, avoir moins de gaz à effet de serre et voilà. Donc, en conclusion, je peux dire que notre plateforme au Maroc a besoin de spécialistes et a besoin de collaborateurs de partout. Et pourquoi pas l'Université Laval et les partenaires, bien sûr, qui sont avec nous. On est très ouvert à n'importe quel appel à projet, soit en termes au niveau de l'éducation, des échanges des étudiants, des bourses, des co-tutelles et aussi des formations et aussi pour appliquer pour des projets de recherche. Je sais que maintenant, les universités canadiennes, ils sont éligibles pour les programmes Horizon Europe, donc de s'intégrer dans vraiment dans des projets entre l'Afrique, le Canada et l'Europe. Donc voilà, merci beaucoup. Excellent, excellent. Merci beaucoup, professeur Kamal. Merci pour cette belle présentation. Je note que c'est extraordinaire ce que vous faites comme travail, mais en collaborant directement avec les producteurs. J'aime vraiment la démarche, l'approche. C'est très intéressant. Je note aussi, vous faites beaucoup appel à l'intelligence artificielle. Certainement qu'il y aura des questions par rapport à ça. Mais c'est vraiment intéressant. Alors, comme on est rendu à la deuxième partie, c'est ça en termes est-ce que vous avez des questions, des apports, des éclaircissements que vous voulez avoir avec le professeur Kamal? Je vois la main d'Annie levée. Euh, N'hésitez pas si vous voulez aussi poser via le chat vos questions. N'hésitez pas. Annie, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Aberkani, pour cette très intéressante présentation. Euh, Bien sûr, de mon côté, j'étais moins familière avec les aspects plus agronomiques, étant plutôt nutritionniste de formation, mais je trouvais ça extrêmement intéressant. Puis ça amène un peu ma question aussi. Je comprends bien que ce sont des domaines assez récents, d'après ce que vous avez dit, donc peut-être que vous n'avez pas encore d'informations à ce sujet, mais je me demandais, est-ce que vous estimez, par exemple, que certaines de ces alternatives pourraient avoir un effet sur la valeur nutritionnelle ou encore sur la composition nutritionnelle des aliments qui sont produits à partir de ces alternatives-là, ou si vous estimez que ça pourrait conserver une valeur nutritive similaire, par exemple? Oui, Merci, donc Annie. bonne question. Bien sûr, ça c'est un aspect peut-être que j'ai pas étudié parce que question de spécialité, c'est pour ça que je dis peut-être il faut que je fais appel à des gens qui font de la biochimie des aliments ou technologie des aliments. Mais bien sûr, selon la littérature, que ces techniques-là, ils peuvent avoir un impact positif sur la qualité des aliments. Parce que là, on est en train de changer tout le mécanisme physiologique de notre plante. Donc, bien sûr, il va avoir peut-être des effets sur la teneur en lycopène, en antioxydants, en termes de proline, etc. Mais malheureusement, ces aspects-là, je ne les ai pas faits. Mais pourquoi pas, ça peut faire l'objet d'une étude voilà, assez poussée là-dessus. Oui. Merci beaucoup, très intéressant. Ouais, excellent. Merci, Annie, pour la question. D'autres questions? Oui, Mourad. Après, oui, Hervé de la FAO. OK, on va aller avec Mourad. Bonjour encore une fois. Merci pour cette belle présentation. Est-ce que tu Euh, pourras parler un peu plus fort, Mourad? ok, excusez. Oui, Là, c'est maintenant, mieux. c'est bon. Désolé. Oui, Dans le fond, j'ai trois petites questions rapides là. La première, c'est
Vous avez mentionné la perte de patrimoine génétique, là. C'est pour ça que vous êtes allé chercher quand même certaines variétés locales d'aubergines pour voir à quel point ça peut être intéressant comme solution. Et je fais le lien avec toutes les autres variétés, les fèves et puis aussi les cépages de vigne là, que vous avez étudiés. Euh, euh, Est-ce que il y a quand même une ouverture de la part du milieu agricole à faire abstraction des variétés développées par l'industrie qui ont des hauts potentiels de rendement, même si elles sont plus sensibles au changement climatique, d'un point de vue rentabilité de ces cultures-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à quel niveau se situent les cultures que vous avez étudiées dans la chaîne de la sécurité alimentaire au Maroc? La troisième, euh, c'est vraiment, on sait que les changements climatiques, je sais qu'au Maroc et en Afrique du Nord, de façon générale, et en Afrique globalement, c'est plus les sécheresses qui sont problématiques. Mais je me demande à quel point aussi les dérèglements là qu'on a, des pluies torrentielles, des inondations, affectent le milieu agricole chez vous. C'est Mourad. D'accord. Bon, Ouais. merci. Donc, je vais essayer, si jamais j'oublie un concept, vous me dites, vous me faites signe. Donc, il y a trois questions. Je vais essayer de répondre à la deuxième question en premier. Donc, c'est vrai que l'aubergine, c'est pas une culture qui est bon, je veux dire, plus grande importance que par exemple la tomate ou les céréales, etc. C'est que, sauf que dans ce projet de recherche, on s'y trouvait, comme vous savez, nous les chercheurs, on est toujours en train de courir après les appels à projets. Et il y avait un groupe de recherche en Italie et en Turquie qui sont très spécialisés dans l'aubergine. Alors, on s'y dit, est-ce qu'on va faire la proposition sur la tomate? Ils ont dit non, on n'a pas d'expertise en tomate. Alors, on a dit, OK, on va l'essayer sur l'aubergine. Mais le concept, il peut s'appliquer sur les autres, je veux dire sur la tomate, sur les céréales et sur tout. Mais nous, on l'a fait sur l'aubergine et on a testé les 40 génotypes d'aubergine. On a trouvé des bons candidats qui tolèrent comment dire, la sécheresse ou moins de consommation d'eau. Je pense que c'est ça la raison. Mais c'est très intéressant, on peut l'appliquer sur d'autres moyens. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que au Maroc, on a, peut-être dans les pays méditerranéens, on a eu une habitude de produire. Par exemple, les semis peuvent commencer par exemple au mois de novembre, de céréales ou des autres productions. Mais sauf qu'au mois de novembre, on n'a plus de pluie. Donc maintenant, les saisons, ils ont changé. Donc à ce moment-là, donc il faut qu'on change nos habitudes de planter ou bien de semer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut jouer sur la génétique, il faut jouer sur la sélection génétique. Il faut trouver des variétés ou des génotypes avec des cycles de production plus courts. Par exemple, au Maroc, on a eu des pluies récemment, mais au départ, on a eu des pluies au mois de novembre. Mais maintenant, novembre, décembre, on a de la sécheresse. Donc, maintenant, c'est de penser à trouver à des variétés avec des jours, avec des jours longs, avec moins de, comment dire, avec un cycle court, vraiment pour bénéficier de cette eau-là. Donc, c'est le concept de projet. Deuxième question, si je me rappelle, sur la première question sur voilà, l'utilisation des variétés locales, c'est qu'il faut savoir, vous savez, en Afrique, on a pour longtemps utilisé des variétés ou des génotypes locaux, mais avec l'arrivée voilà, de ces grandes compagnies, tout ça, donc le producteur, il est de plus en plus, il va dire au lieu que je vais faire 10 tonnes à l'hectare, je vais faire 40 tonnes, 50 tonnes avec ces variétés F1 voilà, hybrides. Donc on a perdu cette banque génétique-là. Mais maintenant, avec la recherche scientifique, on peut reprendre cette banque génétique locale et aller voir qu'est-ce qui se passe, étudier cette banque génétique et de la caractériser et pourquoi pas de la rendre plus performante. C'est ça le concept qu'on a cherché du projet. Alors moi, j'ai cherché 3 variétés marocaines au niveau de l'INRA, l'Institution nationale de recherche agronomique, et je suis en train de voir avec les partenaires de breeding, de voir comment on peut augmenter les performances agronomiques. Pour la troisième question concernant les inondations,
Nous, au Maroc, je peux dire pour le moment, on n'est pas concerné par les inondations parce que le taux de barrage au niveau national, on est à peu près à 35% d'eau. Et le Maroc, il est en train de faire plusieurs projets d'équipement pour stocker cette eau-là. Donc nous, on est plus avantagé d'avoir des inondations de l'eau afin d'arriver à 100% d'eau. Mais je ne dis pas que peut-être d'ici 10 ans, peut-être on va avoir des problèmes, ou on ne va pas avoir de problèmes de sécheresse. Donc, parce que c'est question de changement climatique. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. C'est bon, excellent. Hervé, je pense que tu voulais réagir, mais tu peux prendre le temps rapidement en 30 secondes te présenter aussi. Ouais. Oui, donc bonjour Kamal, merci beaucoup, hein, c'est vraiment très très chouette cette présentation. Bonjour à tous. Je suis à la FAO, moi dans le bureau du changement climatique, mais je m'occupe aussi d'un programme qui travaille plutôt sur le monde urbain, l'agriculture périurbaine, etc. Euh, je voudrais poser comme question, donc c'était vraiment une belle démonstration. En voyant les photos, je réagis simplement en regardant un petit peu les photos. Il me semble que je voudrais aussi rejoindre la question de Mourad. Euh, Est-ce que j'ai l'impression qu'on est dans un terrain très plat? Est-ce qu'il y a des aménagements quand même pour essayer de faire un peu ce qu'on fait par exemple au Burkina Faso ou ailleurs, pour justement retenir parfois de l'eau en excès pour la mettre tout en ajoutant de l'amendement peut-être euh, d'origine animale, etc., pour enrichir le sol. J'ai l'impression qu'on est là sur vraiment de l'open field en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a aussi des tentatives de gestion de l'eau à la micro-échelle? Donc c'est ma première question. Et puis deuxièmement, effectivement, quand on a plus que 200-300 mm, une chaleur très très importante, on a aussi des phénomènes liés au changement climatique, liés au vent, aux tempêtes, finalement à une terre qui est effectivement à nu et qui du coup subit cette érosion en quelque sorte. Et pour ça, maintenant, de plus en plus, on essaye de voir comment on peut recréer des bocages en quelque sorte à des zones où il y a de l'arbre. J'ai vu, il y a une photo où on voyait des arbres justement. Est-ce que ça va pas faire partie aussi de choses qui peuvent être dans l'avenir remises en avant? La présence de végétation arbustive avec plusieurs objectifs, hein, sans doute. Alors, c'est peut-être aussi consommateur d'eau, mais ça peut avoir aussi un intérêt par rapport à des chaînes de valeur, bien entendu, et aussi en quelque sorte de protection contre ces tempêtes, ces systèmes un petit peu difficiles. Et ma troisième question, c'est quelque chose qu'on observe maintenant dans le sud de la France. Alors ça, c'est un peu inédit. C'est les températures extrêmes, extrêmes qui font que on va être obligé bientôt de penser à des ombrages, en quelque sorte, à recréer artificiellement. Alors, il y a bien sûr l'agri-photovoltaïsme qui peut être une option, mais il faut protéger la plante à certains moments. Je ne sais pas si ça s'applique à ces cultures, hein, parce que peut-être que c'est des cultures et après on laisse les choses libres. Voilà, c'est un petit peu ces interrogations. Merci en tout cas. Merci, Hervé. Merci beaucoup. Oui. Donc, voilà, merci pour les trois questions et pour votre intervention. Bien sûr, moi, où j'ai réalisé mes études, c'est vraiment dans des terrains qui sont plats. Bien sûr, au Maroc, on a plusieurs types de terrains. Il y a des terrains montagneux, bon, il y a toutes sortes de, comment je peux dire, de terrains qu'on peut trouver. Bien sûr, ce que vous avez mentionné, je pense que c'est une question d'actualité au Maroc, c'est que comment on peut préserver l'eau et comment on peut conserver l'eau dans les montagnes et avoir comme des petits barrages et tout ça. Je pense que c'est intéressant. Mais il y a des endroits où j'habite, il y a, surtout parce que je suis au nord-est du Maroc, il y a les montagnes du Rif qui Ouais, sont entre Tanger et Al-Hoceima, qui est à 200 km de chez moi. Et vraiment ici, on est en train de parler de l'agriculture de montagne. ouais, Agriculture de montagne. Il y a même un programme avec l'INRA au niveau de Hoceima qui est vraiment destiné pour l'agriculture de montagne. Je pense que c'est ça, si je viens répondre à votre question. Mais moi, je n'ai pas fait des études là-dessus, mais ça sera très intéressant si jamais vous envisagez réaliser des études là-dessus. Deuxième question, troisième question plutôt, je vais aller à la troisième question. C'est vrai, au sud de la France, on a eu le même problème parce que je collabore avec un chercheur à Montpellier mais sur le digital.
On a eu ce problème sur le vineyard, sur tout ce qui est Oui. production de vignes. Et eux, ils travaillent sur des applications digitales vraiment pour optimiser l'eau. Question d'ombrière, nous, on utilise ça au Maroc sur les raisins de table, comme vous avez Ouais. vu sur la photo là. Donc, soit pour avoir plus d'infrarouge, parce que si on a des ombrières, bien sûr, on peut avoir un peu d'infrarouge au début du printemps, parce qu'il fait un peu froid. Donc, on va avoir un débourrement qui est assez hâtif. Et bien sûr, on va protéger aussi notre production par les oiseaux, parce qu'il y a quand même des dommages des oiseaux à peu près à 40% hein, de moins qui peut affecter jusqu'à 40%. Euh, les ombrières, on les utilise généralement dans les serres, dans les cultures en serre, surtout dans la région de Leamington, en Ontario. Moi, j'ai vu des agriculteurs qui utilisent ça. Au sud de l'Espagne, ils utilisent de la chaux. Sur les cultures open voilà, field, euh, peut-être que ça va être plus coûteux d'utiliser ces Ouais. ombrières-là. Ça dépend, c'est une question toujours économique. Hein. C'est Ouais. toujours économique. Est-ce que je vais investir dans l'ombrière? Qu'est-ce que je vais gagner? Et Mm. bien sûr, il y a des ombrières qui sont photosélectives. Ça peut nous permettre d'avoir plus de lumière rouge et bleue. Donc, voilà. Euh, Deuxième question. Je ne me rappelle pas de la C'est question. plus les arbres un peu, la présence d'arbres. Alors, J'ai vu un moment, il y avait des haies. Est-ce que ça, c'est un gain intéressant pour les Oui, agriculteurs par rapport au oui, vent, je oui, oui. pense, aux tempêtes? Les brise-vents, on appelle ça. Oui. Bon, ce sont comme un genre de brise-vent. Vous Ouais. savez qu'en ce moment même, au Maroc, on a une problématique de jamais vue. C'est que, il n'y a plus de végétation parce qu'on a eu moins de précipitations. Il y avait une chute de précipitations Ouais. d'une manière significative. Donc, on n'a pas de, comment dire, de couvert végétal. Donc, il n'y a pas de couvert végétal. Donc, de plus en plus, on a des tempêtes de sable qui viennent vraiment Ouais. du sud. Alors maintenant, le gouvernement, il est en train de mettre comme des brise-vents pour empêcher ces tempêtes de sable pour qu'ils viennent voilà, du sud. Du sud. Et aussi, comme je disais, les producteurs, ils mettent soit des brise-vents comme des sapins, comme les arbres là, comme des sapins, ou bien ils peuvent mettre des olives. Des fois, la majorité des Ouais. producteurs, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre de l'olivier parce qu'ils vont profiter de cette production comme une deuxième récolte. Voilà. Merci. très intéressant. Autre question, réaction. Sinon, de mon côté, professeur Kamal, vous avez certainement, même tout de suite, vous avez mentionné l'utilisation de l'intelligence artificielle qui, comme tranquillement, s'impose hein, avec l'agriculture de précision. Mais j'aimerais, puisque vous travaillez directement avec les producteurs aussi, est-ce que vous avez observé en termes de leur attitude à adopter euh, l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez comme observé une sorte de réticence, en tout cas leur attitude par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Aussi, c'est sûr que l'ambition que vous avez montrée de Maroc de pouvoir, à l'horizon 2030, on va dire, d'avoir comme 1 million finalement d'hectares en termes d'agriculture de conservation. C'est ça, l'agriculture de conservation pour pouvoir justement finalement protéger les sols qui sont quand même érodés ou bien qui sont quand même pas, c'est pas évident. En termes d'adoption aussi par rapport à ça, je sais que vous avez expérimenté sur 500 hectares déjà, mais en termes de, est-ce qu'il y a des enjeux que vous avez observés par rapport à cette ambition-là, sur l'horizon, en tout cas dans 5 ans? Ce sont mes Oui. deux questions. Ouais. D'accord. Bon, l'utilisation de l'intelligence artificielle en agriculture, je pense que même si je ne suis pas spécialiste en termes comment dire, d'intelligence artificielle, mais moi, je suis un agronome de formation et j'essaie toujours de m'approcher des gens qui sont spécialisés dans leur coin parce que vers la fin, tout le monde est sont concentrés vers la production parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment de produire, assurer le produit à moindre coût. Alors, moi, je collabore pas mal avec des gens spécialistes au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'Espagne, au niveau de la France, Italie, tout ça. Et on a pris des images satellites ou même avec les drones, soit multispectrales. Et j'envoie les images, j'envoie les photos et tout ça. Et on est en train de faire comme une database
vraiment de collecter les données et de voir qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps. On prend les données microclimatiques, c'est-à-dire température, humidité, tout ça, toutes les conditions, et on fait un genre de forecast, c'est-à-dire de prévision, qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans. D'accord? Faire des estimations. Et ça, c'est très important pour la sécurité alimentaire parce que ça, c'est vraiment le concept, c'est de dire, OK, le Maroc ou l'Afrique, on va faire telle production et qu'est-ce qu'on va produire dans le futur? Et aussi de l'intelligence artificielle, il a une grande importance pour la géolocalisation des endroits. Cet endroit, j'ai plus d'eau, j'ai plus de précipitations, alors je vais mettre telle production. C'est comme on va avoir une carte de zonage agricole. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent pour planter des olives dans un endroit où j'ai 200 millimètres. Et avant, j'avais plus de pluie, maintenant j'ai plus de pluie. Donc, il faut que je localisation de cette carte. Et même pour les gens qui font des études socio-économiques, c'est très important d'avoir l'intelligence artificielle parce que je peux investir dans une telle production, mais en termes de coûts socio-économique, j'ai un coût socio-économique qui est moins élevé. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est un outil qu'il faut qu'on travaille tous ensemble dans l'avenir. Question de, comme je vous ai mentionné sur le semi-direct, le Maroc, parce que ça fait longtemps on a travaillé sur le semi-direct, mais ça restait vraiment dans la question recherche à petite échelle. Mais maintenant, on s'est rendu compte que si on utilise le semi-direct, on va avoir moins de gasoil, c'est-à-dire en termes de moins de passages avec le tracteur, moins de la main-d'œuvre, et aussi on va travailler juste la couche, la première couche du sol, c'est-à-dire on ne va pas déranger notre 20 centimètres. Et avec ça, on va séquestrer plus de carbone. Pas séquestrer, mais bien sûr, on va conserver notre carbone et ça va donner beaucoup de carbone pour le producteur. Pour conclure à votre question, juste pour votre information, c'est que maintenant le Maroc, je pense qu'il va s'engager à 100% de 2026, après 2026, dans la stratégie de décarbonation. Maintenant, il y a des contrats qui sont faits avec les producteurs de dire, OK, toi, tu vas faire le semi-direct, donc tu as tel crédit carbone, donc tu as du bonus. Toi, tu vas faire par exemple, le conventionnel, tu vas avoir moins de bonus. Donc, les producteurs, ils vont vendre le CO2. Et ça, c'est très important et c'est tout nouveau au Maroc. Voilà. C'est là. Très intéressant. Mais pour l'intelligence artificielle, c'était par rapport à l'attitude des producteurs, comment ils réagissaient, quelle était leur attitude par rapport à ça. D'accord. D'accord, oui, oui. On a eu, juste pour répondre à la question, on a eu un projet qui s'appelle DATI, Digital Agriculture Technologies for Irrigation. On l'a eu avec bon, les pays méditerranéens, il y a le Maroc de côté Afrique. Alors, on a eu une conclusion, c'est que dans le projet, on a utilisé tous les systèmes d'intelligence artificielle, les drones, les satellites, les apps, les capteurs, etc. La conclusion, on a fait comme un genre de survey. On a fait un sondage chez les producteurs dans les 5 pays. On a posé presque 40 questions. Et moi, j'ai fait une enquête avec 120 producteurs, plus 20 policymakers, des gens qui prennent des décisions. Et alors, on s'est dit vers le projet, c'est que pour intégrer l'intelligence artificielle chez le producteur, c'est pas facile au Maroc ou bien dans les pays africains. Ça prend beaucoup de temps et je pense que la sensibilisation, ça c'est ma conclusion, la sensibilisation n'est pas assez. Il faut avoir vraiment des programmes d'appui, c'est-à-dire si tu utilises le capteur, je vais te donner 2 doses en termes d'eau. Si tu n'utilises pas le capteur, je vais te donner juste la demi-portion. Si tu utilises par exemple, les images satellites pour faire ton système de management. Donc, à ce moment-là, je vais te donner, par exemple, des crédits engrais. Donc, il faut un genre comment dire, de Incitatif. politique, voilà, d'initiative. Voilà. D'incitatif, ouais. Excellent. J'ai une question dans le chat. Mourad, tu peux lire la question? Siaka Soura se pose la question, est-ce que les systèmes de culture en 2001 sont utilisés au Maroc car les techniques sont exploitées au Burkina Faso pour les mêmes objectifs?
Et en 2001, est-ce que c'est possible de Et m'expliquer c'est 2001? ça, les demi-lunes, rapidement, Siaka. Je pense que c'est ça, Hervé tentait d'expliquer un peu là. Siaka, vas-y. Et bonsoir à tous. Oui, Oui, bonsoir. Voilà. Bon, en fait, les techniques de culture en demi-lune, là, c'est fait sous forme de demi-lune, de lune, comme on le dit, hein, où on fait un peu des cris, on soulève un peu la terre. Et avec les compost et autres là, ça permet quand même de retenir un peu l'eau et aussi d'éviter les pertes de gaspillage en termes d'éléments nutritifs pour la terre. C'est comme un genre d'ado, non? C'est comme les ados? Et exactement. Oui, oui, on utilise ça, on utilise les systèmes en ado, soit pour les cultures maraîchères et maintenant on les utilise aussi dans les arbres fruitières avec les ados parce que normalement il y a quelques porte-greffes qui ne tolèrent pas le calcaire actif et lorsqu'on va soulever l'eau, on va soulever la terre, donc on va avoir moins de calcaire actif, bien sûr une bonne aération, une bonne retention en eau. Voilà. Oui. D'accord. Merci bien. Ouais. autre question, réaction, Amélie, Sylvie, Lauriane, Amélie, oui, tu peux poser une question? Ben, bonjour professeur. Écoutez, comme ma collègue Annie Bernard, je suis nutritionniste de formation, donc pour moi, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et puis, ben, c'est seulement l'occasion de vous remercier là, d'être venu faire cette présentation, mais j'ai pas davantage de questions. Merci. Excellent. Excellent, merci Amélie. Sylvie, oui. J'aurais peut-être une question. Ben, excellente présentation, très, très intéressant. Vous avez mentionné que vous faisiez un projet avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pouvez-vous juste renommer le professeur avec qui vous travaillez là-dessus? Et Bon, il puis, s'appelle, quel est l'objectif du projet? oui, le professeur, bon, il est du Québec et il est d'origine du Bénin, je crois. C'est Tagnon Messo, je me rappelle pas de son nom, mais en tout cas, c'est pas que je me rappelle pas, c'est dur, je le Dur à prononce. prononcer. C'est le professeur Tagnon et OK. donc il est à Trois-Rivières. Lui, il travaille beaucoup sur les cultures en serre et sur tout ce qui est éclairage artificiel, sur le poivron et tout ça. Alors le projet, c'est un projet bilatéral entre le Maroc et le Québec. Et Mhm. j'ai eu la visite de cette délégation, ça fait 3 semaines, je pense avant le mois de Ramadan, ça fait 4 semaines à peu près. Ils étaient avec OK. nous ici, on a fait, voilà. Donc c'est un projet sur un biostimulant avec une compagnie qui s'appelle Ulysse Biotech. Et cette compagnie, elle fait le développement voilà, de tout ce qui est PGPR, de biostimulants à base de PGPR. Et ce que j'ai compris, c'est que la compagnie, ils sont en train de chercher des partenaires pour avoir leur propre compagnie ici au Maroc et faire la commercialisation. Il n'y a pas que ça. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher des souches marocaines, des souches au niveau du biotope marocain et développer des bactéries à grande performance de biostimulants. Voilà. OK. OK, merci. Je posais la question parce que je suis passée par l'Université Laval, mais je suis aussi passée par l'UQTR. Alors, c'est pour ça que ça a un peu éveillé ma curiosité. Excellente, comme je disais, excellente présentation. J'ai vu quelques cas de méthodes appliquées en Afrique et en Haïti aussi pour certaines cultures. Et puis, ce que vous faites pourrait être très complémentaire à ce que j'ai vu déjà sur le terrain. Alors, je suis très intéressée par ce que vous avez raconté. Merci. Merci. Excellent. Excellent. Merci Sylvie. Christin, je sais pas, vous réagir. Bacon aussi. Josué. Oui, Euh, bonjour à tous. C'est parfait pour moi. Merci. Oh, Augustin, tu veux, merci Josué. Augustin, tu veux réagir? Tu veux poser une question? Ok, tu as ouvert ton micro. j'ai juste peut-être une chose peut-être à rajouter que j'ai pas mentionné, peut-être pour les collègues qui ont parlé sur tout ce qui est nutrition et tout ça.
Comme vous savez, le Maroc, après les États-Unis, ils ont fait la légalisation du cannabis et surtout pour le CBD. Et vous savez, on est au nord-est du Maroc, la région où j'habite, je suis à peu près à 200 kilomètres. C'est parmi les meilleurs biotopes du cannabis dans le monde. Alors maintenant, il y a la légalisation de la filière et vraiment, il y a toute une industrie qui commence à se mettre là-dessus. Et vraiment, pour la valorisation médicale et pharmaceutique, voilà, de cette filière. Sauf que vous savez que cette filière est un peu restreinte, c'est que ça demande des autorisations et tout ça, mais ça commence. Voilà. Excellent, excellent. Parfait. Donc, c'est ça, vous avez mentionné aussi, hein, Kamal, il y a toujours un intérêt de poursuivre les échanges pour voir dans quelle mesure continuer à collaborer. Euh, on pourrait Oui, explorer ça. Ouais. oui, bon, ben écoutez, je ne connais pas si vous permettez, je connais pas les profils de tout le monde qui sont avec nous ici, mais on est très ouvert comme université marocaine. Et tant que moi aussi je suis marocain et canadien, parce que j'ai quand même passé une dizaine d'années au Canada, je suis toujours en contact avec l'ambassade du Canada au Maroc et j'ai eu une visite, ça fait 2 semaines, de 2 délégués de l'éducation de l'ambassade du Canada. Et on cherche beaucoup à renforcer les collaborations éducation, recherche, transfert technologie entre le Maroc voilà, le Québec et le Canada. Et soit via des programmes qui existent déjà, soit des co-tutelles, etc. Donc, on est très ouvert. Et comme je disais à Élie avant de commencer la présentation, c'est pas qu'une présentation pour présenter les choses, mais c'est comme ça fonctionne. J'ai rencontré Élie dans une conférence et maintenant je me trouve ici. Et pourquoi pas, on peut se trouver dans des projets ensemble. Voilà. C'est là, c'est là. On va regarder ça. Parfait. Alors, donc, on va tranquillement vers la troisième partie. Mourad a accepté de nous livrer quelques messages clés. Je te laisse aller, Mourad. Ouais, dans le fond, je vais juste résumer ce que je retiens, puis professeur Kamel, il pourrait soit me dire, t'es à côté de la plaque ou appuyer ce que j'ai retenu par rapport Augmente un peu Ah, augmente ok, un peu ton. excusez. À ce Ouais. que j'ai noté par rapport à cette belle présentation. Dans le fond, c'est ça. Afin de répondre à la problématique des changements climatiques et de la pénurie des précipitations dans des régions comme et la dégradation des sols comme c'est le cas au Maroc. On peut adopter différentes stratégies qui peuvent s'appuyer, bien sûr, sur la science et bien sûr aussi sur tout ce qui est technologie et intelligence artificielle. Donc, dans ce que on a vu aujourd'hui, on a vu à peu près solutions, 3 cas d'études, 4 cas d'études là, proposés. On a eu l'optimisation de la gestion de l'eau par l'utilisation des outils d'aide à la décision pour réduire justement les quantités d'eau utilisées par les producteurs qui, on l'a vu lors de la première partie de la présentation, que même avec une réduction de 25 à 50%, on a quand même eu de bons résultats. Et puis le constat est que les producteurs ils utilisent quand même beaucoup d'eau sans pour autant s'inquiéter là par rapport à ce que c'est assez ou trop. Ça, c'est la première. Aussi, on a l'autre solution qui est la sélection variétale, mais aussi s'appuyer sur les variétés locales. On a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle comme moyen pour appuyer tout un autre travail. On a aussi tout ce qui est biotechnologie. Donc là, on parle un peu des biostimulants et des solutions qui ressemblent à ça afin justement d'augmenter aussi l'efficacité et des variétés et les rendements des productions pour que les producteurs puissent les adopter. Ce que je retiens aussi, c'est que professeur Kamel suggère de privilégier des solutions intégrées qui éventuellement peuvent intégrer, non seulement dans le sens de l'intégrité par rapport à l'impact environnemental, on a vu le semi-direct qui peut venir justement réduire l'utilisation de la machinerie. Non seulement il coupe
en termes de coûts de production, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi il permet quand même aussi une séquestration de CO2. Donc, ça nous fait quand même un peu trois points positifs d'utilisation de ces techniques-là. Et c'est ça. Donc, ce que je retiens, c'est que le professeur recommande dans des cas comme ceux qui vivent au Maroc d'utiliser des solutions intégrées par rapport à l'impact environnemental, mais aussi par rapport à l'utilisation de différentes façons ensemble pour pouvoir optimiser l'impact positif de toutes ces solutions-là. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est bien résumé, professeur Kamel, ou Oui, euh, c'est parfait. Parfait. C'est Parfait. bien C'est dit. là, c'est là. Ouais. On a aussi noté cette possibilité de collaborer, hein, de voir des possibilités d'échange. C'est bien que tu mentionnes ça, Kamal, à l'idée que ben, vous recevez déjà des étudiants qui viennent non pas seulement du Maroc, hein, même dans d'autres pays en Afrique, voir comment on peut finalement établir les ponts aussi. Ça peut être vraiment intéressant en termes d'échange. Très Et intéressant. j'ai un point, si vous permettez, dans Oui. ce sens-là, c'est que, voilà, c'est que on cherche toujours à avoir des collaborations avec l'Université Laval ou les universités canadiennes, bien sûr avec des programmes sud-sud, avec soit le Maroc ou bien même avec les pays du sud de l'Afrique. Maintenant, je suis sur un projet avec Erasmus, mais il faut voir avec Erasmus, est-ce que c'est possible de faire des appels à projets entre le Canada et les pays africains? Je sais que ça existe avec l'Europe. Alors, c'est important de faire ce lien sud-sud parce que les pays du Nord, maintenant, ils cherchent beaucoup cette collaboration voilà, vers l'Afrique ou bien vers le Sud. Mhm. Parfait. Parfait. Excellent. Excellent. Bravo, Mourad. Tu as très bien résumé les différents points qui ont été discutés. Alors, on arrive à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait dire quelque chose ou bien il y a un aspect que je voulais interpeller les étudiants du chantier. D'après vous, c'est quel pilier de la sécurité alimentaire qui est le plus touché par rapport à la présentation que vous avez écoutée aujourd'hui? Je vois Florian, Hector, Josué. euh, Là, Annie est là. Elle sait que vous avez suivi le cours fondement. Fait qu'on va faire le test. D'après vous, c'est quel pilier de la sécurité alimentaire qui a été le plus touché en lien avec la présentation, qui a été le plus abordé? Je sais pas J'ai s'il cité les restait noms. des. Ouais, c'est ça, je sais pas s'il y avait des Je peux étudiants qui briser voulaient la glace si s'essayer. vous le voulez. Oui, Oui, mais vas-y. il y a même Mourad aussi qui fait Oui, partie. tout à fait. Par contre, Annie, il ne faudrait pas me noter, hein. Non, non, pas du tout, inquiète-toi pas. Non, Oui. c'est le pilier de disponibilité, là, et puis aussi l'accès le professeur avait souligné l'accès à l'eau aussi, là, tu sais, à cause des pénuries, et on se ramasse au final que parfois on a même de la misère à avoir de l'eau potable, là. Mhm. Oui, bon Oui, point. bon Euh, point. Ah, puis, oui, Annie, bien vas-y. sûr, plusieurs piliers sont interdépendants aussi. Donc, effectivement, la disponibilité vient en tête en premier, là, avec, bien sûr, il faut que les aliments soient produits pour qu'ils puissent être disponibles. On pourrait penser aussi à la stabilité dans le sens où des événements climatiques extrêmes, par exemple, peuvent affecter de manière soudaine la disponibilité, par exemple. On pourrait aussi penser à la durabilité aussi, dans l'esprit de vouloir, parmi les deux nouveaux là, piliers là, qu'on discute là, pour la sécurité alimentaire, on pourrait penser à la durabilité dans l'esprit d'avoir justement ces alternatives-là pour assurer une disponibilité à long terme de ces aliments. Tout à fait. Même, tu vois, moi, j'aurais tendance aussi à dire que même l'autonomisation en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec les producteurs, le sondage que le professeur Kamal a fait, il montre que, ben, il y aura davantage intérêt à sensibiliser en termes d'utilisation de ces, parce que ça, veut pas, ça s'impose, et euh, puis ça donne des bons résultats aussi en utilisant ces technologies-là, le digital. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, c'est ça un peu l'exercice qu'on fait aussi vers la fin. Pour ces Kamal, essayer
ramener, on a 6 piliers actuellement en lien avec la sécurité alimentaire. Et souvent, on va faire l'exercice avec les étudiants de voir, ben, par rapport à tel aspect qui a été présenté, ben, quel pilier est directement touché, quels sont les autres piliers aussi qui sont le plus touchés. Je On a une vais vous question dans le chat. remercier. On a une question Oh, dans le vas-y, chat. il y a une question, hein? Oui, dans le chat, Ok. Bakwan, il voudrait savoir si les solutions ou les techniques culturelles ne sont pas trop coûteuses. Ces techniques sont-elles, selon vous, accessibles pour un Marocain à revenu moyen? Ouais. Donc, c'est une bonne Oui, question. oui, oui, c'est une Ouais. bonne question. En fait, c'est une question que le producteur il va nous poser ou bien une compagnie, c'est normal. Donc, bien sûr, c'est pour cette raison-là, dans le nouveau approche, dans l'approche du projet de recherche, on a toujours une étude qu'on appelle étude socio-économique. Donc, vers la fin, c'est vrai, on amène une solution, comme l'exemple de réduire l'eau à 25%. Si je réduis mon eau à 25% et je ne réduis pas mon rendement, donc c'est important, c'est bénéfique. Mais si je ramène une technologie de biostimulant qui coûte très cher par rapport à ce que j'ai gagné comme rendement, à ce moment-là, ce n'est pas très intéressant. Donc, ça dépend toujours des contextes. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment, je compare par rapport au producteur où j'ai réalisé mon projet de recherche. C'est parce qu'il ne faut pas généraliser, il faut faire attention, parce que chaque producteur a sa manière de produire. Mais ça, c'est une question, bien sûr, du coût. Mais à mon avis, je pense que à mon avis, ces solutions, ils restent quand même durables. Et vraiment, ils peuvent sauver et économiser beaucoup d'eau, soit en termes génétiques, soit en termes d'intelligence artificielle, ou soit en termes de biostimulants. Voilà. Excellent, excellent. C'est parfait. Encore merci beaucoup. Merci pour l'intérêt, merci pour la disponibilité de tout le monde. Un grand merci, professeur Kamal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette belle présentation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Comme on l'a dit, au plaisir de poursuivre les échanges et de pouvoir continuer la collaboration. Merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde aussi. Merci Bye tout le bye. monde. Bye bye. 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 Merci à tous.